Il existe un moment pour lequel personne ne te prépare. Tu es à une réunion sociale, le verre à la main comme toujours, la conversation qui coule comme elle a coulé pendant des années, et soudain tu réalises que ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas que l'alcool n'entre pas, c'est qu'il n'arrive nulle part. La légèreté qu'il promettait, la détente que tu attendais, la soupape que tu avais appris à actionner, ne s'ouvre tout simplement plus. Et à la place du soulagement vient quelque chose d'étrange, une sorte de clarté que tu n'as pas demandée et qui rend tout autour de toi encore plus vide qu'avant. Tu vas chez le médecin, tu fais des recherches, tu trouves des explications sur la tolérance, sur le métabolisme, sur le foie, et tu ressens un soulagement momentané parce qu'il y a au moins une explication rationnelle. Mais au fond, quelque chose ne s'emboîte pas. Parce que ça ne ressemble pas à un problème physique. Ça ressemble à un changement qui vient de l'intérieur et que le corps communique dans un langage que tu n'as pas encore appris à lire. Je veux te dire quelque chose que la médecine ne te dira pas, que la culture de la consommation ne veut définitivement pas que tu saches. Et Kani Bezan a décrit avec une précision qui m'a perturbée quand je l'ai lu pour la première fois. L'alcool qui perd son effet n'est pas un dysfonctionnement, c'est un diagnostic spirituel. C'est le signe que quelque chose dans tes corps subtils a changé de façon irréversible et que les substances qui anesthésiaient auparavant ce champ plus subtil ne peuvent tout simplement plus atteindre ce qu'elles ont besoin d'atteindre pour produire l'effet d'avant. Ça n'est pas dans ta prise de sang, c'est dans l'évolution spirituelle que tu vis sans en être complètement conscient. Il existe une force énorme qui ne veut pas que tu comprennes cela. Toute une industrie qui profite de ton besoin d'anesthésie. Je ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Je parle d'un système concret, identifiable, qui investit pour que l'équation reste simple. Tu ressens un malaise, tu consommes, le malaise passe, tu te remets à fonctionner. Ce cycle est le produit, tu es le consommateur. Et quand le cycle commence à se briser, quand la substance cesse de fonctionner, l'ensemble du système n'a aucun intérêt à t'expliquer ce qui se passe réellement. Il préfère que tu penses que tu as un problème, que tu as besoin de plus, de quelque chose de plus fort, d'un diagnostic qui te maintient dans la logique de la consommation. L'industrie de l'anesthésie a un portefeuille immense. Quand une clé cesse de fonctionner, elle en propose une autre, et encore une autre, parce que ce qu'elle ne peut pas tolérer, c'est que tu restes immobile dans le silence de ce qui émerge quand tout ce qui anesthésiait cesse de fonctionner. Dans ce silence se trouve la conscience qu'elle a besoin, que tu ne trouves jamais. Annie Besant a compris cette mécanique de contrôle bien avant moi. Et elle a payé un prix élevé pour avoir parlé publiquement de l'autonomie de l'être humain sur son propre corps et sur sa propre conscience. En 1877, elle et Charles Bradlaugh ont été poursuivis pénalement pour avoir aidé à publier un texte qui parlait du droit de la personne sur sa propre vie physique. Le tribunal britannique victorien l'a condamnée avant que la sentence ne soit annulée en appel, à un moment où apporter ce type de connaissances au public était traité comme un crime. Ce même système, qui ne tolérait pas qu'elle parle d'autonomie corporelle, n'aurait pas non plus eu intérêt à entendre ce qu'elle écrivait sur les corps subtils, sur la dimension énergétique de l'être humain qui se trouve en dessous de ce que la biologie peut mesurer. Ils l'ont réduite au silence là où ils le pouvaient, ce qui reste dans les livres et ce qui nous est parvenu. Dans l'œuvre L'homme et ses corps, publiée en 1896, Annie Besant décrit avec des détails qui m'étonnent encore aujourd'hui comment l'être humain n'est pas seulement un corps physique naviguant dans le monde. Il est une composition de corps superposés, chacun vibrant à une fréquence différente, chacun responsable d'une couche différente de l'expérience humaine. L'un de ces corps est ce que la théosophie appelle le Kama Rupa, le corps des désirs. C'est le véhicule des appétits, des pulsions, des aspirations
qui cherche satisfaction sur le plan physique. Et selon ma lecture d'Annie Besant, l'alcool, les substances, le bruit constant, la stimulation compulsive, tout cela opère principalement à ce niveau. Ils agissent sur le Kamarupa, produisant une sorte de relaxation forcée de ce champ subtil que la personne interprète comme un soulagement ou un plaisir dans le corps physique. Maintenant, fais attention à ce qui vient, parce que c'est ici que tout change. Quand une personne traverse un processus de développement spirituel authentique, ce processus ne se produit pas seulement dans l'esprit, il n'est pas seulement intellectuel, il ne s'agit pas seulement d'avoir lu des livres différents ou d'avoir médité pendant quelques semaines. Le développement spirituel, dans la perspective théosophique qu'Annie Besant décrit, modifie progressivement la vibration du Kamarupa. Ce corps se raffine. Les fréquences plus grossières qui dominaient auparavant ce champ perdent progressivement de la place au profit de fréquences plus subtiles. Et quand cela se produit, les substances qui pouvaient auparavant agir sur ce champ, qui pouvaient atteindre le corps des désirs et y produire un effet, commencent à passer en vain. Comme une clé fabriquée pour une serrure qui n'existe plus, la porte a changé. L'ancienne clé ne convient plus. Tu n'as pas toléré l'alcool, tu l'as dépassé, dans le sens le plus littéral que la théosophie offre pour ce mot. Je veux que tu t'arrêtes un moment ici. Pense à quelqu'un que tu connais ou peut-être pense à toi-même qui, à une certaine période de sa vie, a utilisé l'alcool et l'agitation sociale comme une façon de se reposer du monde intérieur. Il y avait une logique là-dedans. Le bruit du dehors effaçait le bruit du dedans. La légèreté chimique donnait une trêve au poids que portait la conscience. Ça fonctionnait. Pendant un certain temps, ça fonctionnait. Et puis un jour, ça s'est arrêté. La personne a essayé davantage, a essayé différemment, a essayé en d'autres compagnies. Ça continuait à ne pas fonctionner. Et elle s'est sentie coupable, comme si c'était elle qui se brisait, devenait difficile, devenait trop exigeante. Mais ce que cette personne vivait était le contraire d'une rupture, c'était une expansion. Ses corps subtils refusaient d'être effacés. Le champ énergétique qu'elle affinait, consciemment ou non, résistait aux fréquences plus grossières qui le domptaient auparavant. Si cela résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment, je dois te demander quelque chose avant de continuer. Écris dans les commentaires ce que tu ressens par rapport à ce changement. Si l'alcool, les stimulants, les distractions qui te donnaient auparavant du soulagement ont cessé de fonctionner et que tu ne sais pas vraiment si c'est bon ou effrayant, écris simplement « Je change de l'intérieur ». Ce commentaire n'est pas seulement pour toi. Il est pour ceux qui passeront ici après, qui liront et comprendront qu'ils ne sont pas seuls dans ce processus, que le monde ne s'est pas nommé. Et si cette vidéo touche quelque chose de réel en toi, laisse un like maintenant. Ce like est ce qui dit à l'algorithme que ce type de contenu doit circuler, qu'il doit atteindre ceux qui essaient encore de comprendre ce qui leur arrive. L'hindouisme, tradition qu'Annie Besant a étudiée et vécue pendant les décennies qu'elle a passées en Inde, parle de cela avec une image qui m'a toujours semblé très juste. Il existe un point dans le développement intérieur où le plaisir qui satisfaisait auparavant commence à sembler superficiel. Ce n'est pas que la personne est devenue austère ou puritaine, c'est que la qualité de ce qui la satisfait a changé. Ce qui suffisait avant n'atteint plus la profondeur de ce qui a été ouvert. Et quand tu offres à ce champ plus profond ce qui servait l'ancien champ plus superficiel, il n'y a tout simplement pas de réponse. Il n'y a pas où s'emboîter. Au sein de la tradition théosophique, on comprend que les corps subtils ne sont pas statiques. Ils se transforment avec l'expérience, avec le travail intérieur, avec les choix que la personne fait au fil du temps.
Et Annie Besant a décrit dans ses écrits sur les corps subtils que les substances qui agissent sur le Kamarupa ne sont pas neutres dans ce champ. Elles laissent des traces. Elles créent des schémas vibratoires qui se répètent. Quand le corps des désirs commence à se raffiner dans une direction différente, ces traces créent une tension intérieure qui est ressentie comme un malaise. Mais cette tension n'est pas une faiblesse, c'est une résistance. C'est le champ plus subtil qui refuse ce qui ne sert plus à sa nouvelle configuration. Ce qui semble être l'alcool qui a cessé de fonctionner est, selon la perspective que j'ai comprise des enseignements d'Annie Besant, le Kamarupa qui résiste activement à être ramené vers une fréquence qu'il a déjà laissée derrière lui. Ce n'est pas une indifférence chimique, c'est un rejet subtil, et ce rejet est un signe. Ce changement explique aussi pourquoi beaucoup de personnes qui traversent ce processus ressentent une sorte de deuil par rapport à cela, non pas pour l'alcool en lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Une façon de se laisser aller, une façon d'être avec les gens sans le poids d'une conscience pleine. Une façon de se reposer de ce qu'on est en train de devenir. Et laisser cela derrière soi, sans comprendre ce qui se passe, peut être solitaire d'une façon très spécifique. Les personnes autour ne remarquent souvent pas le changement, ou le remarquent et ne savent pas le nommer, et tu te retrouves dans un lieu de transition où l'ancien ne fonctionne plus et le nouveau n'a pas encore de forme claire. C'est le moment le plus dangereux, parce que l'industrie de l'anesthésie attend exactement ici. Elle sait que ce deuil existe, elle sait que la personne qui a perdu une soupape de sécurité est vulnérable, cherche un substitut. Et elle a un catalogue immense de substituts. Une autre substance, un autre stimulant, une autre façon de faire revenir le champ subtil au sommeil. Ce qu'elle ne peut pas offrir, c'est ce que la tradition ésotérique suggère comme seul vrai chemin. Laisser la conscience se réveiller complètement, sans anesthésie, et apprendre à habiter ce qui émerge. Annie Besant n'a pas théorisé sur cela depuis une position confortable. Elle est morte à Adyar, en Inde, en septembre 1933, après des décennies vécues loin de tout ce qui lui était familier au début de sa vie, fondant des écoles, défendant des cultures qui n'étaient pas les siennes par origine, écrivant sur la nature humaine avec une précision pour laquelle l'époque n'avait pas d'instrument de mesure. Elle n'a jamais abandonné le travail. Jamais. Et ce qu'elle a laissé écrit sur le Kamarupa, sur la façon dont le développement intérieur modifie ce que la personne peut tolérer et ce dont elle a besoin, est encore disponible. Le monde n'a jamais cessé d'essayer de réduire cela à une curiosité. Mais pour ceux qui vivent ce que cette vidéo décrit, ce n'est pas une curiosité, c'est une carte. Si tu suis cette chaîne et que tu sens que ce qui y est abordé t'aide à nommer quelque chose que tu ne pouvais pas nommer avant, envisage de t'abonner. Chaque vidéo entre dans une couche différente de ce qu'Annie Besant a laissé, écrit sur la nature humaine, sur les corps subtils, sur les processus qui se produisent en nous pendant que le monde autour de nous continue à dormir. Ce n'est pas un contenu facile, mais il est honnête. Et pour ceux qui traversent des phases et des changements qui n'entrent dans aucun diagnostic, c'est peut-être exactement le type de compagnie qui manque. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cet endroit maintenant, qui s'éloigne d'anciennes habitudes sans savoir exactement pourquoi, qui devient de plus en plus sobre dans un monde qui ne comprend pas la sobriété, qui ne vient pas d'un problème, partage cette vidéo avec cette personne. Pas comme un conseil, comme un miroir, comme la possibilité que ce qu'elle vit est un nom, une structure, et fasse partie de quelque chose de plus grand qu'elle ne l'imagine. La prochaine vidéo qui va apparaître sur ton écran maintenant n'est pas une continuation aléatoire. Il y a une raison pour qu'elle soit là après celle-ci, et cette raison aura du sens pour toi au moment où tu cliqueras.
Celui qui est arrivé jusqu'ici sait qu'il est prêt pour ce qui vient ensuite. Il suffit de cliquer.